La clé refusa de tourner dans la serrure. Camille Moreau fronça les sourcils, un frisson d'agacement la parcourant malgré la douceur de l'air matinal lyonnais. Elle essaya de nouveau, forçant légèrement le métal usé, mais la porte de l'atelier de couture resta obstinément close. C'est alors que son regard fut attiré par une tache de couleur vive sur le bois sombre. Un seau. Un seau de cire écarlate, officiel et brutal, barré d'un ruban tricolore qui semblait se moquer du soleil levant sur les quais de la Saône. À côté, une feuille de papier était collée avec une précision administrative. Les mots, imprimés dans une encre noire et impersonnelle, dansaient devant ses yeux, avis de saisie et de mise sous scellé judiciaire. Le reste du texte se perdit dans un brouillard de panique. Saisie, scellé. Ces mots n'appartenaient pas à son univers. Un monde fait du chuchotement des tissus, du ronronnement des machines à coudre et de l'odeur réconfortante de la craie de tailleur. L'atelier, son sanctuaire, le seul héritage tangible de sa mère, venait de lui être arraché. Le cœur de Camille martelait sa poitrine, un tambour affolé. Elle recula d'un pas, heurtant presque un passant qui marmonna une excuse. Ses doigts, habituellement si agiles pour manier une aiguille ou dessiner une esquisse, tremblaient de manière incontrôlable. Tout autour d'elle, Lyon s'éveillait. Les péniches glissaient sur le fleuve. Les premiers effluves de croissants chauds s'échappaient des boulangeries, et les lumières dorées de la ville commençaient à pâlir. Mais pour Camille, le monde venait de s'éteindre. Elle se tourna et se mit à courir, sans destination précise, les larmes brouillant sa vision des traboules et des façades ocres du vieux Lyon. Elle ne pouvait pas y croire. Son père, Henri, lui avait assuré que tout allait bien. Il avait parlé de difficultés passagères, d'un léger retard dans les paiements. Il lui avait menti. Chaque sourire, chaque parole rassurante des dernières semaines n'était qu'une façade fragile cachant un abîme de dettes. L'appartement qu'il partageait, un modeste 2 pièces, surplombant une cour intérieure bruyante, lui parut soudain suffocant. Henri était assis à la petite table de la cuisine, le regard perdu dans une tasse de café froid. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait. La pâleur de son visage, ses épaules voûtées sous le poids d'une défaite silencieuse, tout en lui criait la culpabilité. « Papa !» Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Il leva les yeux vers elle. Et pour la première fois, Camille vit non pas son père, l'homme solide et protecteur de son enfance, mais un étranger brisé, vieilli de 10 ans en une seule nuit. « Je suis désolé, ma chérie. J'ai tout essayé. » Tout essayé? La colère commençait à percer à travers le chagrin. « L'atelier est fermé, scellé. Comment as-tu pu me cacher ça? C'était tout ce qu'il nous restait de maman. » Les mots étaient durs, mais la douleur qui les sous-tendait était plus profonde encore. Cet atelier n'était pas qu'un lieu de travail. C'était le souvenir vivant de sa mère, une couturière talentueuse qui lui avait transmis sa passion fil par fil, point par point. Chaque bobine de fil, chaque patron jauni par le temps, était une relique sacrée. Henri se passa une main tremblante sur le visage. Les dettes, elles étaient plus importantes que je ne le pensais. Un mauvais investissement, une confiance mal placée. J'ai voulu te protéger. Me protéger en me laissant découvrir que nous avons tout perdu sur le pas de la porte. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Camille s'adossa au mur, sentant ses jambes flageoler. La ruine. Le mot avait un goût de cendre. Que ferait-il maintenant? Où irait-il? Il y a une solution, reprit Henri d'une voix sourde, presque inaudible. Il évitait son regard, fixant un point invisible sur le carrelage usé. Une proposition, un arrangement qui pourrait tout sauver, pas l'atelier, mais nous, notre avenir. Une lueur d'espoir, fragile et irrationnelle, naquit en Camille. Une solution, peut-être un prêt d'un vieil ami, un échelonnement de la dette. Elle s'approcha de la table, prête à pardonner, à comprendre, à se battre à ses côtés. Quelle solution, papa? Dis-moi. Henri Moreau prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de plonger en eau glacée. Il sortit de sa poche une carte de visite d'un blanc immaculé, aux lettres gravées d'or. Le nom qui y était inscrit fit l'effet d'un choc électrique à Camille. Maison du Bois, l'empire du luxe.
Une dynastie lyonnaise dont la réputation dépassait les frontières, un nom synonyme de haute couture, de parfums enivrants et d'investissements colossaux. Que pouvait bien avoir à faire son père, un artisan au bord de la faillite, avec une telle puissance? La famille Dubois, ils sont au courant de notre situation, commença Henri, sa voix hachée. Ils sont prêts à éponger toutes nos dettes, à nous assurer une sécurité financière, à vie. Camille le dévisagea, incrédule. Mais pourquoi? Quel intérêt aurait-il à faire ça pour nous? Nous ne sommes rien pour eux. Le regard de son père se voila d'une honte si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Il ne parvenait plus à articuler. Il se contenta de tendre vers elle un article de journal plié en 4. Curieuse et méfiante, elle le déplia. La photo montrait un homme d'une trentaine d'années, au visage sculpté et au regard d'acier. Étienne Dubois, le PDG et héritier de l'Empire. Le titre barrait la page. Le PDG Étienne Dubois dans un état critique après un terrible accident de la route. L'article détaillait la tragédie survenue sur une route sinueuse près d'Annecy quelques mois plus tôt. Depuis, l'homme le plus puissant de Lyon était plongé dans un coma profond. Un prince endormi dans sa tour d'ivoire de la Croix-Rousse. « Je ne comprends pas le rapport », dit Camille, un malaise glacial s'insinuant en elle. Henri ferma les yeux. Le moment était venu. La sentence devait être prononcée. Ils veulent une union, un mariage, pour stabiliser l'image de l'entreprise pour des raisons de succession complexes. Ils ont besoin d'une épouse pour Étienne, une épouse discrète, honorable, qui ne fera pas de vagues. Le monde de Camille bascula. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Les bruits de la ville, le tic-tac de l'horloge, tout s'évanouit dans un silence assourdissant. Un mariage ? Répéta-t-elle, le mot s'écorchant la gorge. « Tu veux que j'épouse un homme dans le coma ?» Ce n'était pas une proposition, c'était une condamnation, un sacrifice sur l'autel de ses erreurs à lui. Il lui demandait de lier sa vie à un silence, à un corps sans âme, de devenir la gardienne d'un fantôme en échange de quelques pièces d'or. « Camille, s'il te plaît !» Elle secoua la tête, le déni et l'horreur luttant pour la première place. « Non. C'est une folie, c'est monstrueux. C'est notre seule chance, s'écria-t-il, le désespoir faisant enfin craquer sa voix. Nous n'avons plus rien. S'il te plaît, mon enfant, réfléchis, c'est pour nous sauver. Mais Camille n'entendait plus. Elle ne voyait que le visage de cet homme sur le papier journal. Un visage parfait et inaccessible. Un futur mari qui ne lui dirait jamais oui, qui ne lui tiendrait jamais la main, qui ne la verrait jamais. Elle était prise au piège, vendue par son propre père pour effacer une dette, sa vie, ses rêves, ses espoirs, tout venait d'être scellé comme la porte de son atelier par un pacte dont elle était le prix silencieux. Le silence qui s'installa dans le petit appartement fut plus violent qu'un hurlement. Camille regardait son père, mais elle ne le reconnaissait plus. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui lui lisait des histoires le soir, était devenu un marchand, et elle était sa monnaie d'échange. Une vague de nausée la submergea, un mélange de dégoût et de pitié. Il était si faible, si acculé, et c'était cette faiblesse même qui la rendait furieuse. « Jamais !» articula-t-elle, chaque syllabe un éclat de glace. « Tu m'entends, papa ? Jamais. Je préfère vivre dans la rue, je préfère tout perdre plutôt que de me vendre. » Henri se leva, faisant vaciller la table. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage ravagé par un combat intérieur. « Non, te vendre, tu crois que c'est ce que je veux ? Camille, je me suis battu toute ma vie pour te donner le meilleur. Après la mort de ta mère, tu étais ma seule lumière. J'ai fait des erreurs impardonnables, je le sais, mais cet arrangement, ce n'est pas une fin, c'est une porte de sortie, la seule que nous ayons. Une porte de sortie qui mène à une prison dorée, rétorqua-t-elle, sa voix montant d'un cran. Être l'épouse d'une coquille vide, une infirmière de luxe, une potiche qu'on exhibe pour rassurer des actionnaires. C'est ça, l'avenir que tu as rêvé pour moi. C'est un avenir où tu ne manqueras de rien, cria-t-il, le désespoir le submergeant enfin. Un avenir où tu n'auras jamais à connaître la peur que je ressens en ce moment. La peur de ne pas pouvoir payer le loyer, de voir les huissiers emporter le peu de souvenirs qu'il nous reste. Pense à ta mère. Elle aurait voulu que tu sois en sécurité. Cette invocation fut le coup de grâce.
L'image de sa mère, souriante derrière sa machine à coudre, lui transperça le cœur. Elle avait toujours voulu le bonheur de sa fille. Mais aurait-elle cautionné un tel sacrifice? Camille s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Le combat s'épuisait en elle, remplacé par une immense lassitude. Elle aimait son père. Malgré sa colère, malgré sa trahison, elle l'aimait. Le voir si anéanti était une torture. Était-elle capable de le regarder sombrer, de le laisser porter seul le fardeau de sa propre ruine? Le lendemain, elle portait sa plus jolie robe, une simple création en coton bleu qu'elle avait cousue elle-même. Elle semblait déplacée dans le hall opulent de l'hôtel particulier qui servait de siège à la maison Dubois, sur la presqu'île de Lyon. Le marbre sous ses pieds était froid. Les murs étaient ornés de portraits austères d'ancêtres qui semblaient la juger. Tout ici respirait le pouvoir, l'argent et une histoire dont elle ne ferait jamais partie. Une femme vint à sa rencontre. Grande, élégante, d'une beauté froide et impeccable, elle portait un tailleur-pantalon gris anthracite qui semblait taillé dans du granit. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon si parfait qu'il en était intimidant. C'était Madeleine Dubois, la sœur aînée d'Étienne, celle qui gérait l'empire d'une main de fer depuis l'accident. Mademoiselle Moreau, sa voix était aussi neutre et coupante que du verre. « Veuillez me suivre ». Elle ne lui offrit ni un sourire, ni une poignée de main. Camille se sentit réduite à une simple formalité. Elle suivit Madeleine dans un bureau immense, baigné d'une lumière blanche et crue. D'immenses baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Mais la pièce restait sans âme. C'était un lieu de transaction, pas de vie. Madeleine s'assit derrière un bureau de verre et de chrome et fit un geste vague vers le fauteuil en cuir qui lui faisait face. Camille s'y installa, le dos raide, se sentant comme une accusée sur le banc des témoins. « Allons droit au but, mademoiselle Moreau. Mon temps est précieux, et je suppose que le vôtre l'est également, bien que pour des raisons différentes. » Le mépris était à peine voilé. « Votre père vous a exposé les termes de notre arrangement. » Camille hocha la tête, incapable de prononcer un mot. « Bien, je tiens à ce que les choses soient parfaitement claires entre nous. Ce mariage est un contrat commercial. Vous apporterez à mon frère la stabilité d'une image respectable et mettrez fin aux rumeurs et aux tentatives de déstabilisation qui menacent notre conseil d'administration. En retour, la maison Dubois réglera l'intégralité des dettes de votre père, passées et présentes, et vous assurera une rente à vie ainsi qu'à lui. Vous disposerez de la villa des Charmes, à la Croix-Rousse et de tout le personnel nécessaire. » Elle fit une pause, ses yeux gris la scrutant sans ciller. « Vos obligations sont simples. Discrétion absolue, aucune interview, aucun contact avec la presse. Vous devrez maintenir l'illusion d'une épouse dévouée. Vous vivrez sous le même toit que mon frère. Votre vie privée, à partir du moment où vous signerez ce contrat, ne vous appartiendra plus. Est-ce bien compris ?» Chaque mot était une chaîne qui s'ajoutait à ses chevilles. L'illusion d'une épouse dévouée, c'était donc son rôle. Comédienne dans un théâtre silencieux. « Et votre frère ?» risqua Camille d'une voix blanche. « Personne ne trouve étrange qu'il se marie dans son état ?» Un éclair d'agacement passa dans les yeux de Madeleine. L'histoire officielle est celle d'un amour secret, d'une promesse de mariage faite avant l'accident que nous honorons par respect pour ses volontés. C'est romanesque, le public adore ça. Vous êtes une jeune femme simple, issue d'un milieu modeste. C'est parfait. Personne ne vous soupçonnera d'être une croqueuse de diamants. Vous êtes la candidate idéale. Le mot sonnait comme une insulte. Camille sentit une dernière étincelle de rébellion. Et si je refuse? Madeleine esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Alors votre père devra faire face aux conséquences de ses actes. La faillite, les poursuites. Je doute qu'à son âge, il s'en remette. La décision vous appartient, mademoiselle Moreau. Sauvez votre père ou sauvez votre orgueil. Le piège était parfait. Madeleine avait touché le point sensible avec la précision d'un chirurgien. Son orgueil ne pesait rien face à la perspective de voir son père détruit. Camille baissa les yeux vers ses mains, posées sur ses genoux. Des mains de couturière, habituées à créer de la beauté à partir de rien. Maintenant, elles allaient signer un pacte qui la liait à une vie sans amour et sans espoir.
Elle releva la tête, et son regard croisa celui, impitoyable, de Madeleine. « J'accepte. » Le duc d'une, 2 jours plus tard, une voiture noire aux vitres teintées vint la chercher devant son vieil immeuble. Elle n'emportait qu'une seule valise, contenant quelques vêtements et le recueil de poèmes de sa mère. Son père était resté sur le pas de la porte, les larmes aux yeux, murmurant des excuses qu'elle ne pouvait plus entendre. La voiture traversa Lyon, montant les pentes de la Croix-Rousse, ce quartier d'artistes et d'anciens canutes, jusqu'à s'arrêter devant un portail monumental en fer forgé. Derrière, une allée de gravier blanc serpentait à travers un parc aux arbres centenaires. Et au bout, la Villa des Charmes se dressait, majestueuse et glaciale. C'était une demeure magnifique, une bâtisse du XIXe siècle aux façades de pierre claire et aux grandes fenêtres qui semblaient des yeux vides. Les jardins étaient impeccablement entretenus, mais aucune fleur ne semblait oser déborder, aucune herbe folle ne troublait l'ordre parfait. C'était une beauté stérile, un mausolée de luxe. La portière s'ouvrit. Le chauffeur, silencieux, sortit sa valise. Camille sortit de la voiture et resta un instant figée, contemplant sa nouvelle prison. Le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres qui s'étiraient comme des barreaux sur le gravier. Une gouvernante en uniforme sobre l'attendait sur le perron. « Bienvenue à la Villa des Charmes, Madame Dubois. » Le nom la frappa comme un coup de poing. Ce n'était plus Camille Moreau. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Une pièce sur un échiquier qui n'était pas le sien. Elle franchit le seuil et la lourde porte en chêne se referma derrière elle dans un claquement sourd, scellant son destin. La première nuit de Camille à la Villa des Charmes fut une longue insomnie. Allongée dans un lit aux dimensions extravagantes, ensevelie sous des draps de soie si fins qu'ils semblaient tissés de clairs de lune, elle fixait le plafond aux moulures complexes. Chaque craquement de la vieille bâtisse, chaque murmure du vent dans les cèdres du parc lui parvenait avec une clarté angoissante. Elle était une intruse, une anomalie dans cet univers de luxe et de silence feutré. Le matin se leva dans une lumière laiteuse, filtrée par de lourds rideaux de velours. Pour la première fois de sa vie, Camille ne fut pas réveillée par le son de sa machine à coudre ou l'odeur du café de son père, mais par un silence si absolu qu'il en était oppressant. Une femme de chambre, jeune et effacée, lui apporta un petit déjeuner sur un plateau d'argent. Des fruits frais, des viennoiseries encore tièdes, un jus d'orange pressé, un festin qu'elle mangea sans faim, le ventre noué. Elle se sentait observée, même seule. Chaque objet dans la chambre, une commode marquetée, une bergère recouverte de lampas, semblait la dévisager, la questionner sur sa légitimité. Plus tard dans la matinée, Madame Girard, la gouvernante, vint la chercher. Sa posture était toujours aussi rigide, son visage aussi inexpressif que la veille. Elle incarnait l'esprit de la maison, une perfection froide, sans la moindre place pour l'imprévu ou l'émotion. « Madame Dubois, » commença-t-elle d'un ton qui n'admettait aucune réplique, « je vais vous présenter la maison et vous expliquer le fonctionnement de la journée. Vous avez accès à l'ensemble du rez-de-chaussée, le grand salon, la bibliothèque, la salle à manger, ainsi qu'au parc. Votre aile se situe ici, à l'est. L'aile ouest est réservée à Monsieur Étienne. » Elle la guida à travers les pièces. C'était un dédale de splendeur morte. Des tableaux de maîtres ornaient les murs. Des tapis persans étouffaient le bruit de ses pas sur les parquets cirés et des bouquets de fleurs coupées, impeccablement arrangés, trônaient sur des consoles en bois précieux. Mais il n'y avait aucune trace de vie. Pas une photo de famille, pas un livre négligemment posé, pas un coussin déformé. C'était une maison témoin, un décor de théâtre attendant des acteurs qui ne viendraient jamais. Le personnel croisait son chemin sans un mot, se contentant d'une légère inclinaison de tête, des ombres silencieuses et efficaces qui entretenaient la perfection des lieux. Camille se sentait de plus en plus transparente, comme si elle pouvait traverser les murs. Enfin, Madame Girard s'arrêta devant une double porte en chêne massif au bout d'un long couloir dans l'aile ouest. L'atmosphère y était différente. L'air semblait plus lourd, et une odeur antiseptique, faible mais tenace, flottait, mêlée à celle de la cire d'abeille. « Voici la chambre de monsieur », annonça la gouvernante.
Une équipe médicale se relaie jour et nuit. L'infirmière de jour est actuellement avec lui. Il est attendu de vous que vous lui rendiez visite, chaque jour, pour l'apparence. Pour l'apparence. Le mot résonna cruellement. Tout n'était qu'apparence. Son mariage, son nom, sa présence ici. Madame Girard frappa discrètement et ouvrit la porte. La pièce était immense, baignée par la lumière de 3 hautes fenêtres donnant sur les jardins à la française. Le mobilier était sombre, masculin, mais l'espace était dominé par un lit médicalisé high-tech, entouré de moniteurs aux courbes vertes et de perfusions silencieuses. Une infirmière en blouse blanche, assise près du lit, se leva et adressa un signe de tête respectueux à Camille avant de s'éclipser discrètement. Et puis, elle le vit. Étienne Dubois. Il était étendu sur le dos, les mains posées de chaque côté de son corps, sur un drap d'un blanc immaculé. Son visage était d'une sérénité presque irréelle. Les traits fins et aristocratiques que Camille avait vus sur la photo du journal étaient encore plus frappants en réalité. Pas une ride de douleur, pas une crispation. Ses cheveux sombres, coupés courts, contrastaient avec la pâleur de sa peau. Ses cils longs projetaient une ombre délicate sur ses pommettes. Il respirait, ou plutôt, une machine respirait pour lui, dans un sifflement doux et régulier qui était le seul bruit dans la pièce, hormis le bip lointain d'un moniteur. Il ne ressemblait pas à un homme malade ou brisé, il ressemblait à une statue de marbre, à un roi dormant d'une légende ancienne, un prince endormi. La beauté tragique de la scène la frappa de plein fouet. Cet homme, au sommet de sa puissance, avait été fauché en pleine course et réduit à cette immobilité parfaite. Camille s'approcha du lit, le cœur battant. Elle se sentait terriblement maladroite, profane dans ce sanctuaire médicalisé. Que devait-elle faire? Lui parler? Le toucher? Le simple fait d'être là lui semblait une violation. Elle resta debout, silencieuse, pendant de longues minutes, à le contempler. C'était lui, son mari, un nom sur un contrat, un corps dans un lit, un étranger absolu dont elle portait le nom et partageait la maison. Une pitié inattendue la submergea, éclipsant sa propre angoisse. Quelle que soit la prison dans laquelle elle se trouvait, la sienne était bien plus terrible. Il était prisonnier de son propre corps, de son propre silence. Elle se tourna vers la table de chevet. À côté d'une carafe d'eau et d'un verre, il y avait un livre à la couverture usée. Elle le prit. C'était un recueil de poèmes de Paul Éluard. Ses doigts effleurèrent les pages cornées. C'était un objet personnel, un vestige de l'homme qu'il avait été avant l'accident. Une minuscule fissure dans la façade impersonnelle de la villa. Une idée, timide et fragile, germa dans son esprit. Elle ne pouvait pas lui parler, le dialogue était impossible, mais elle pouvait lire, remplir ce silence assourdissant avec des mots qui n'étaient pas les siens. C'était une façon de faire acte de présence, de donner un sens à cette obligation absurde. Elle tira un fauteuil près du lit, s'assit et ouvrit le livre au hasard. Sa voix, d'abord hésitante et faible, s'affermit peu à peu. « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. » Elle lisait, les mots du poète flottant dans la pièce silencieuse. Elle ne le regardait pas, gardant les yeux fixés sur la page. Elle ne savait pas s'il pouvait entendre, si quelque part, au plus profond de son inconscient, ces syllabes trouvaient un écho. Cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait l'impression de faire quelque chose de réel. Elle ne jouait pas la comédie. Elle offrait des mots à un homme qui n'en avait plus. C'était peu de choses. C'était tout ce qu'elle avait. Lorsqu'elle quitta la chambre 1 heure plus tard, le soleil était plus bas dans le ciel. La villa était toujours aussi silencieuse, le personnel toujours aussi invisible. Mais quelque chose avait changé en elle. La peur et la colère n'avaient pas disparu, mais elles étaient maintenant accompagnées d'un sentiment nouveau et étrange. Une routine, un but. Chaque jour, elle reviendrait. Chaque jour, elle lirait pour le prince endormi. C'était le rôle qu'elle s'était choisi dans cette pièce qui n'était pas la sienne. Les jours devinrent des semaines, et la vie de Camille s'organisa autour d'un rituel immuable.
Le matin, elle se levait, prenait son petit déjeuner seule dans l'immense salle à manger, puis déambulait dans les jardins où même les roses semblaient trop parfaites pour être touchées. Elle évitait le personnel, dont la discrétion polie était une forme de muraille invisible. Elle était Madame Dubois, la maîtresse des lieux, et pourtant elle n'avait jamais été aussi seule et impuissante. L'après-midi était la seule partie de sa journée qui avait pris un sens. C'était l'heure de sa visite à Étienne. Au fil du temps, sa gêne initiale s'était muée en une forme d'habitude réconfortante. Après avoir épuisé le recueil d'Éluard, elle avait apporté ses propres livres, des romans d'aventure, des classiques de la littérature française, et même le vieux livre de contes que sa mère lui lisait. Puis, timidement, elle avait commencé à lui parler. Au début, ce n'était que de courtes phrases sur le temps qu'il faisait ou les fleurs du jardin. Puis, le barrage de sa solitude se fissura. Étienne devint son confident muet. Assise dans le fauteuil près de son lit, dans la lumière dorée de l'après-midi, elle lui racontait sa vie. Elle lui parlait de l'atelier, de la sensation du velours sous ses doigts, de la fierté qu'elle ressentait en terminant une robe. Elle lui décrivait les ruelles de son quartier, l'odeur de la pluie sur les pavés, le goût des bugnes lyonnaises pendant le carnaval. Elle lui confia ses peines, la douleur toujours vive de la perte de sa mère, la déception face à la faiblesse de son père. « Tu sais, » lui murmura-t-elle un jour, le regard perdu sur son visage paisible, « c'est étrange, tu es la personne qui en sait le plus sur moi, et je ne sais rien de toi, à part que tu aimes la poésie. » Elle commença à chercher des indices. Elle examina les quelques photos posées sur une console. Étienne, sur un voilier, le visage fouetté par les embruns. Étienne en smoking lors d'un gala, un sourire professionnel aux lèvres. Étienne adolescent avec sa sœur Madeleine, tous deux déjà si sérieux. Dans sa bibliothèque personnelle, attenante à la chambre, elle découvrit des ouvrages sur l'architecture, l'histoire de l'art, des récits de voyages aux quatre coins du monde. C'était l'esquisse d'un homme complexe, cultivé, peut-être aussi solitaire qu'elle. Elle se mit à lui lire des passages de ses propres livres, se demandant s'il les aurait aimés. Un après-midi, alors qu'elle était en train de lui décrire une robe qu'elle rêvait de créer, la porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Madeleine se tenait sur le seuil, son regard acéré balayant la scène. Un silence glacial s'installa, brisé uniquement par le sifflement du respirateur. « Que faites-vous » demanda Madeleine, sa voix dénuée de toute chaleur. Camille sursauta, un livre tombant de ses genoux. « Je lui tenais compagnie. » Madeleine s'avança dans la pièce, ses talons claquant sèchement sur le parquet. Elle s'arrêta près du lit et regarda son frère, puis reporta son attention sur Camille. Il y avait dans ses yeux un mélange de mépris et d'incompréhension. « Lui tenir compagnie ? Mademoiselle Moreau, vous n'êtes pas payée pour faire la conversation à mon frère. Votre rôle est d'être vu, pas d'être entendu, surtout ici. Contentez-vous de remplir votre part du contrat. Une présence discrète est suffisante. N'allez pas vous imaginer des choses. » La brutalité de ces paroles laissa Camille sans voix. S'imaginer des choses. Elle ne s'imaginait rien. Elle tentait simplement de survivre à la vacuité de cette existence, de créer un semblant de lien humain dans ce désert affectif. « Je ne fais de mal à personne », répondit-elle finalement, la voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. « Vous perdez votre temps », trancha Madeleine avant de tourner les talons et de repartir aussi brusquement qu'elle était arrivée. La porte se referma, la laissant seule avec le silence et l'écho de cette cruauté. Elle regarda Étienne. Pour la première fois, elle tendit la main et effleura du bout des doigts le dos de la sienne posé sur le drap. Sa peau était chaude, vivante, une vague d'émotion la submergea. Elle n'était pas seulement là pour son père, elle était là pour lui aussi, pour veiller sur cette vie suspendue. La date du mariage fut fixée sans qu'on lui demande son avis. Ce ne fut pas une cérémonie, mais une formalité administrative, froide et rapide. L'événement eut lieu dans le grand salon de la villa. Seules 4 personnes étaient présentes. Camille, Madeleine, un notaire au visage impassible et un médecin légiste chargé d'attester de l'incapacité d'Étienne à s'opposer à cette union, contractée, selon la version officielle, sur la base d'une promesse antérieure.
Camille portait une robe simple de couleur crème qu'elle avait cousue dans le secret de sa chambre. C'était son dernier acte de résistance, sa seule touche personnelle dans cette mise en scène macabre. Elle se tenait debout à côté d'un fauteuil roulant dans lequel on avait installé Étienne. Il était habillé d'un costume sombre, son corps soutenu par des coussins. Les yeux fermés, le visage impassible, il semblait une effigie de cire. Le notaire lut les articles du Code civil d'une voix monocorde. Les mots « fidélité »,« secours »,« assistance » résonnaient de manière grotesque dans la pièce. Quand vint le moment de signer, Madeleine guida la main inerte de son frère pour tracer une croix maladroite sur le registre. Puis, le notaire tendit le stylo à Camille. Ses doigts tremblaient. C'était le moment fatidique. L'instant où elle renonçait officiellement à son nom, à son identité, à son avenir. Elle plongea son regard dans celui de Madeleine, qui la fixait avec une intensité glaciale, comme pour la défier de flancher. Puis elle baissa les yeux vers Étienne, son mari. Elle pensa à son père, enfin libéré du poids de ses dettes. Elle pensa à cet homme, prisonnier d'un sommeil sans fin. Elle signa. Camille Moreau n'existait plus. Elle était devenue Camille Dubois. Il n'y eut ni applaudissements, ni félicitations. Le notaire et le médecin rangèrent leurs affaires et partirent. Madeleine récupéra le livret de famille, le considérant comme un simple titre de propriété. « C'est fait », dit-elle. « Le premier virement sera effectué sur le compte de votre père demain. N'oubliez pas vos obligations. » Elle quitta le salon, laissant Camille seule avec son nouveau mari. Les infirmiers vinrent le chercher pour le ramener dans sa chambre. Camille les suivit. Une fois qu'il fut de nouveau allongé dans son lit, elle demanda au personnel de la laisser. La pièce était plongée dans la pénombre du soir. Elle s'approcha du lit. Le contrat était rempli. Elle était sa femme, sa gardienne légale. Elle regarda son visage, si calme, si distant. Une larme roula sur sa joue et tomba sur sa main. Elle ne l'essuya pas. Elle s'assit dans son fauteuil habituel, mais cette fois, elle ne prit pas de livre. Elle prit sa main, la sienne, chaude et vivante, et la serra doucement entre les siennes. Ce soir, c'était leur nuit de noces. Un long silence partagé. La nuit de noces s'étira dans un silence de cathédrale. Dehors, la lune, astre indifférent, baignait les jardins de la Villa des Charmes d'une lumière spectrale, transformant les buis taillés en créatures d'ombre. Camille n'avait pas regagné sa chambre. Elle était restée dans le fauteuil, près du lit d'Étienne, la main de son mari toujours dans les siennes. C'était un geste absurde peut-être, mais c'était le seul contact tangible qu'elle avait dans ce monde d'illusions. Épouse. Le mot lui semblait creux, étranger. Elle portait une alliance à son doigt, un anneau de platine simple et froid qui n'avait été précédé d'aucune promesse, d'aucun regard aimant. C'était le symbole d'une transaction, le sceau de son sacrifice. Elle regarda l'homme allongé près d'elle. Son visage, même dans la pénombre, était d'une beauté saisissante, une beauté classique, presque intimidante. Elle se demanda à quoi il rêvait, si tant est qu'on puisse rêver dans cet abîme de silence. Rêvait-il de ses voyages, de ses voiliers fendant les vagues, ou était-il simplement prisonnier d'un néant noir et infini? Les heures passèrent, marquées par le balancier lent et régulier d'une horloge dans le couloir. Le bip régulier du moniteur cardiaque était devenu une sorte de berceuse hypnotique. Camille sentait la fatigue l'envahir, ses paupières s'alourdirent. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici toute la nuit. L'infirmière de garde viendrait bientôt faire sa ronde. Elle devait partir, retourner dans sa cage dorée, dans ce lit trop grand et trop vide. Elle se leva doucement pour ne pas faire de bruit, bien que le bruit ne semblât avoir aucune prise sur l'habitant de cette chambre. Elle déposa délicatement la main d'Étienne sur le drap. Un dernier geste, une dernière politesse dans cette comédie macabre. Elle se pencha sur lui, comme une vraie épouse l'aurait peut-être fait pour ajuster sa couverture. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle, faible mais régulier. « Bonne nuit, Étienne », murmura-t-elle dans un souffle, les mots se perdant dans le silence. C'est à cet instant précis que l'impossible se produisit. Ce ne fut pas un spasme, ni un réflexe involontaire. Ce fut un mouvement lent, délibéré. Les paupières de l'homme qui n'avait pas bougé depuis des mois tressaillirent. Puis,
Avec une fluidité déconcertante, elles se levèrent. Deux iris d'un bleu profond, presque marine, la fixaient. Camille se figea, le cœur arrêté dans sa poitrine. Le sang se retira de son visage, laissant une sensation de froid glacial. C'était une hallucination, le fruit de sa fatigue, de son chagrin, de cette journée surréaliste. Elle cligna des yeux, s'attendant à ce que l'image disparaisse, à retrouver le visage endormi qu'elle connaissait. Mais les yeux étaient toujours là, et ils n'étaient pas vides. Ils n'étaient pas le regard vitreux d'un homme revenant de loin. Ils étaient vifs, conscients et d'une intelligence acérée. Il la regardait, l'analysait, la sondait jusqu'au plus profond de son âme. La peur, pure et primale, la saisit à la gorge. Elle recula d'un bond, heurtant le fauteuil qui glissa en silence sur le tapis. Sa respiration se bloqua dans ses poumons. Elle voulait crier, appeler l'infirmière, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'homme dans le lit ne bougea pas un autre muscle. Seuls ses yeux la suivaient, intenses, insondables. Puis, ses lèvres, qui n'avaient pas parlé depuis une éternité, s'entr'ouvrirent légèrement. Sa voix, quand elle s'éleva, n'était pas le filet rauque et cassé qu'on aurait pu attendre. Elle était basse, contrôlée, et teintée d'une ironie presque imperceptible. « N'ayez pas peur, Camille. » Son prénom. Il avait prononcé son prénom. Le choc de l'entendre dans cette voix inconnue fut presque aussi violent que de le voir ouvrir les yeux. Comment pouvait-il savoir? Le monde se mit à tanguer autour d'elle. Les moniteurs, le mobilier, tout se brouillait. Seul ce regard bleu la maintenait ancrée dans cette réalité cauchemardesque. « Vous êtes réveillé ?» balbutia-t-elle, les mots lui paraissant stupides, inadéquats. Un lent mouvement de tête, à peine perceptible sur l'oreiller, fut sa seule réponse. Puis il ajouta deux phrases qui firent voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce sur quoi reposait sa nouvelle vie. Deux phrases qui transformèrent son sacrifice en une farce cruelle. « Je ne suis pas dans le coma, je ne l'ai jamais été. » La sidération la cloua sur place. Le sens des mots mit plusieurs secondes à atteindre son cerveau, et lorsqu'il le fit, ce fut comme une déflagration. Pas dans le coma. Jamais. Alors tout était un mensonge. L'accident, son état végétatif, la pitié qu'elle avait ressentie, chaque mot qu'elle lui avait confié, chaque histoire de son enfance, chaque secret murmuré dans le silence de cette chambre. Il les avait entendus. Chaque poème lu, chaque larme versée, il avait été là, conscient, silencieux, l'écoutant se mettre à nu devant lui. La peur se mua en une autre émotion, plus brûlante, plus dévastatrice, l'humiliation. Elle avait été son jouet, son divertissement. Une petite souris de laboratoire dont il observait le comportement à travers les barreaux de sa fausse cage. Mais pourquoi ? C'était la seule question qui parvenait à franchir ses lèvres, un murmure étranglé. Le regard d'Étienne ne scia pas. Il y avait une lueur de regret peut-être, ou quelque chose qui y ressemblait, mais son visage restait un masque impénétrable. « C'est une longue histoire, » dit-il simplement, « et nous avons toute la nuit pour en parler. » Au doute, la porte de la chambre était fermée. L'infirmière ne viendrait pas avant 1 heure. La villa dormait, ignorant le drame qui se jouait dans l'aile ouest. Camille réalisa soudain la vérité de sa situation. Elle n'était plus la gardienne d'un homme endormi. Elle était la prisonnière d'un homme bien éveillé. Et il venait tout juste de lui révéler le premier de ses secrets. Le temps sembla se dissoudre. Camille resta figée, l'écho des paroles d'Étienne « Je ne l'ai jamais été » résonnant dans son esprit comme le glas. Chaque souvenir des dernières semaines défila devant ses yeux, mais sous un éclairage nouveau, cruel et grotesque. Ses lectures à voix haute, ses confessions murmurées, la pitié sincère qu'elle avait éprouvée pour cet homme brisé, tout cela n'avait été qu'un spectacle, un monologue pathétique joué devant un public silencieux et conscient. L'humiliation la submergea, une vague brûlante qui chassa la peur. Elle n'était pas seulement une épouse de contrat, elle était une idiote, une petite chose naïve qu'on avait introduite dans la cage du lion en lui faisant croire qu'il dormait. « Vous !» Sa voix tremblait, chargée d'une colère sourde. « Vous avez tout entendu. Chaque mot. Ce n'était pas une question, mais une accusation. » Dans le regard d'Étienne, elle crut déceler une ombre, un fugace instant de ce qui aurait pu être du regret.
mais ce fut si rapide qu'elle pensa l'avoir imaginé. « Oui, » répondit-il, sa voix toujours aussi calme, ce qui ne fit qu'attiser sa fureur. « J'ai tout entendu. Vos histoires sur l'atelier, votre mère, vos rêves de créer des robes qui ne soient pas seulement des vêtements, mais des armures de beauté. » Le fait qu'il se souvienne de détails si précis la poignarda. Il ne s'était pas contenté d'écouter passivement. Il avait enregistré, analysé. Elle se sentit dépouillée, exposée d'une manière plus intime et plus violente que n'importe quelle agression physique. « Et vous êtes resté là sans rien dire? C'était un jeu pour vous? Une distraction pour tromper l'ennui? » « Non, dit-il, et pour la première fois, une inflexion plus grave, plus sérieuse, perça son calme apparent. C'était une nécessité, une question de survie. Il fit un effort visible pour bouger, tentant de se redresser légèrement sur ses oreillers. Le mouvement était raide, celui d'un homme dont les muscles n'avaient pas servi depuis longtemps. Camille eut le réflexe absurde de vouloir l'aider, avant de se raviser, les mains crispées le long de son corps. « Il y a quelques mois, » commença-t-il, son regard bleu fixé sur un point au-dessus de sa tête, comme s'il revivait la scène. « J'ai découvert qu'on essayait de me voler mon entreprise. Pas de l'extérieur, par un concurrent. De l'intérieur, par des gens en qui j'avais une confiance absolue. Mon mentor, un membre du conseil d'administration que je considérais comme un oncle, préparait un coup d'État financier. Il voulait me discréditer, me déclarer inapte et prendre le contrôle de la Maison du Bois. Il marqua une pause, sa respiration légèrement plus rapide. J'avais des soupçons, mais pas de preuves solides. Ils étaient trop prudents. Si j'avais agi de front, ils m'auraient anéanti. Ils attendaient que je fasse un faux pas. Alors, j'ai décidé de leur offrir non pas un faux pas, mais une disparition. Camille l'écoutait, partagée entre l'incrédulité et une fascination horrifiée. L'histoire semblait tout droit sortie d'un roman d'espionnage. L'accident sur la route d'Annecy, continua-t-il, n'était pas un hasard. Je l'ai provoqué, une sortie de route contrôlée, dans une zone sans témoin. La voiture était une épave, mais j'ai été à peine blessé. Seul un médecin, un ami d'enfance en qui j'ai une confiance aveugle, était dans le secret. C'est lui qui a organisé mon transfert ici, lui qui a établi le diagnostic de coma profond et mis en place le protocole. Des sédatifs légers au début, puis simplement l'immobilité, le silence. En me faisant passer pour mort aux yeux du monde des affaires, je suis devenu invisible. Et depuis ce lit, j'ai pu écouter, observer, voir mes ennemis se dévoiler, pensant que la voie était libre. La machination était diabolique, d'une intelligence froide et calculatrice. Mais un détail clochait, un détail majeur. « Et moi ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sur le dernier mot. « Pourquoi m'avoir entraîné là-dedans? Pourquoi ce mariage ?» Son regard revint se poser sur elle. C'était l'idée de Madeleine, bien sûr. Madeleine, la sœur de glace, la maîtresse stratège. Tout s'éclairait. Sa froideur, son mépris, n'étaient pas seulement de l'arrogance. C'était la tension d'une complice gardant un secret explosif. Mes ennemis devenaient impatients, expliqua Étienne. Le coma durait trop longtemps. Des rumeurs commençaient à circuler. Des questions étaient posées sur ma succession, sur la stabilité de l'entreprise. Un mariage était la manœuvre parfaite. Il prouvait qu'il y avait une continuité, une vie privée stable qui justifiait d'attendre mon réveil. Il gelait toutes les tentatives de prise de contrôle légale. Mais il nous fallait quelqu'un d'irréprochable, d'extérieur à notre monde, quelqu'un qui n'aurait aucun intérêt à participer au complot, aucune connexion avec nos rivaux. Quelqu'un de naïf et de désespéré, compléta Camille amèrement. Quelqu'un de facile à manipuler. Il ne n'y a pas. Votre père était endetté envers l'une de nos filiales bancaires. Madeleine a vu une opportunité. C'était cruel, mais c'était efficace. Vous étiez parfaite, discrète, honorable, sans ambition de pouvoir. Vous étiez la candidate idéale pour jouer le rôle de l'épouse aimante et éplorée. La vérité était encore plus laide qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait pas été choisie, elle avait été sélectionnée, comme du bétail. Sa douleur, son sacrifice, n'étaient que des variables dans leur équation stratégique. Alors toute cette mise en scène, le notaire, les contrats, ce n'est qu'une façade pour votre guerre personnelle.
et vous m'avez utilisé comme bouclier. Oui, admit-il sans détour. Elle fit les 100 pas dans la pièce, une énergie fiévreuse la consumant. Elle se sentait piégée, étouffée par les murs de cette chambre qui était devenue le théâtre de sa propre humiliation. « Et maintenant » lança-t-elle en se tournant brusquement vers lui. « Le secret est révélé. Qu'attendez-vous de moi ? Que je continue à jouer la comédie, à vous lire des poèmes pendant que vous complotez dans votre lit ?» Il la regarda longuement, et pour la première fois, son masque de contrôle sembla se fissurer. Une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. « C'est là que mon plan a déraillé, » dit-il doucement. « Je n'avais pas prévu, vous, je n'avais pas prévu votre gentillesse, votre sincérité. Je pensais que vous seriez une simple formalité, une actrice payée pour un rôle. Mais vous avez rendu ce rôle réel, trop réel. Et ce soir, en vous entendant me souhaiter bonne nuit, je n'ai plus pu continuer. » Le bruit de pas feutrés se fit entendre dans le couloir. L'infirmière. La panique s'empara d'elle. Que devait-elle faire? Crier? Tout révéler? « S'il vous plaît, » dit Étienne d'une voix pressante, presque un murmure. « Ne dites rien. Pas encore. Mon plan n'est pas terminé. Ma vie et l'avenir de cette entreprise en dépendent. Je vous expliquerai tout. Mais pour l'instant, vous devez continuer à jouer le jeu. Pour votre sécurité. Et pour la mienne. » La poignée de la porte commença à tourner. Camille, le cœur battant à tout rompre, se jeta dans le fauteuil. Elle prit la main d'Étienne, comme elle l'avait fait 1000 fois. Au moment où l'infirmière entra, elle était penchée sur lui, le visage baigné d'une fausse tristesse. Mais sous la surface, son monde était en ruine. Le jeu venait de changer de règles, et elle en était devenue une joueuse involontaire. L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années au visage doux, entra dans la chambre avec la discrétion d'une ombre. Elle sourit tristement à Camille. « Madame Dubois, vous êtes encore là? Vous devriez vous reposer. Vous ne pouvez pas veiller toutes les nuits. » Chaque mot était une torture. Camille sentait le regard d'Étienne sur elle, un poids invisible qui lui ordonnait de jouer son rôle. Elle força ses muscles à se détendre, composa sur son visage un masque de fatigue et de chagrin. C'était le rôle de sa vie, et elle n'avait eu aucune répétition. « Je n'arrivais pas à dormir », murmura-t-elle, sa voix sonnant étonnamment juste à ses propres oreilles. « Je voulais juste rester un peu avec lui. » L'infirmière hocha la tête avec compassion, son regard se posant sur le faux dormeur. « Je comprends. C'est un mari dévoué que vous faites. » Elle s'affaira autour du lit, vérifiant les perfusions, ajustant un capteur sur le doigt d'Étienne, notant des chiffres sur une fiche. Chaque geste était routinier, banal, et contrastait de manière surréaliste avec la vérité explosive qui vibrait dans la pièce. Camille avait l'impression que le secret allait s'échapper d'elle, qu'un cri allait jaillir de sa gorge et tout faire voler en éclats. « Tout est stable comme d'habitude », déclara l'infirmière en se tournant vers elle. « Allez dormir, madame. Demain est un autre jour. » Camille se leva, les jambes tremblantes. Elle adressa un dernier regard à Étienne, un regard qui devait paraître plein d'amour éploré aux témoins, mais qui était chargé d'une multitude de questions sans réponse et d'une colère froide. Elle quitta la chambre sans un mot de plus, le cœur battant à se rompre. Elle ne retourna pas dans sa propre suite. Elle attendit, cachée dans l'ombre du couloir, jusqu'à ce qu'elle voie la silhouette de l'infirmière s'éloigner vers le poste de garde à l'autre bout de l'aile. Puis, après de longues minutes d'hésitation, elle revint sur ses pas et poussa doucement la porte de la chambre. Étienne n'avait pas bougé, mais ses yeux étaient de nouveau ouverts et la fixaient dans la pénombre. Le jeu était terminé pour la nuit. Camille referma la porte derrière elle sans un bruit et s'avança vers le lit. La comédie avait fait place à la confrontation. Une colère froide et lucide remplaçait maintenant le chaos de ses émotions. « Vous n'aviez pas le droit, » dit-elle, sa voix basse et sifflante. « Vous n'aviez pas le droit de me faire ça, de me transformer en votre pion sans même me le demander. Je n'avais pas le choix, » répondit-il, son calme imperturbable commençant à l'exaspérer. « Il y a toujours le choix, » rétorqua-t-elle, s'approchant encore. « Vous auriez pu trouver un autre moyen, mais c'était plus simple, n'est-ce pas?
utiliser le désespoir de mon père, me lier par un contrat, faire de moi votre marionnette. J'ai pleuré dans cette chambre, Étienne. Je vous ai raconté des choses que je n'ai jamais dites à personne. Et vous étiez là, à m'écouter, à me juger, peut-être, en silence. C'est d'une cruauté que je ne peux même pas nommer. Il resta silencieux un instant, la laissant vider son sac. Quand il parla, sa voix était plus douce, presque persuasive. « Je ne vous ai jamais jugé, Camille. J'ai écouté, et ce que j'ai entendu n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une femme amère, résignée, qui ferait le strict minimum. Mais vous avez été différente. Vous avez apporté de la lumière dans cette pièce, même si vous ne le saviez pas. » Ces mots la déstabilisèrent. Elle s'attendait à de la froideur, à de la logique, pas à cette tentative maladroite de compliment. Elle secoua la tête, refusant de se laisser apitoyer. « Ne jouez pas à ça avec moi. Je ne suis pas l'une de vos partenaires commerciales que vous pouvez charmer. Je suis votre prisonnière. Et maintenant, je suis votre complice forcé. Alors dites-moi ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous attendez de moi. » Il hocha la tête, acceptant le changement de ton. « Vous avez raison. Nous devons établir des règles pour survivre à ça. » Il fit un léger mouvement pour s'asseoir un peu plus droit, grimaçant de douleur. L'immobilité forcée avait un prix. « Premièrement, dit-il, reprenant son ton de PDG, la journée, rien ne change, absolument rien. Vous continuez vos visites, vous me lisez, vous me parlez comme avant. Nous sommes observés. Je ne sais pas jusqu'où vont les ramifications du complot. Un jardinier, une femme de chambre, n'importe qui pourrait être un informateur. Votre comportement doit rester identique. C'est vital. » Camille frissonna. L'idée que chaque membre du personnel puisse être un espion rendait la villa encore plus suffocante. « Deuxièmement, poursuivit-il, la nuit est à nous. C'est le seul moment où nous pouvons parler en sécurité. L'infirmière de nuit ne fait que 2 rondes. Je connais ses horaires. Nous aurons des fenêtres de plusieurs heures pour échanger des informations. Je dois continuer à rassembler des preuves. J'ai un micro caché dans cette pièce, connecté à un système sécurisé. Mais j'ai besoin de vos yeux et de vos oreilles à l'extérieur. » Elle le dévisagea abasourdie. Il ne lui demandait pas seulement de garder un secret, il voulait faire d'elle une espionne. « Troisièmement, et c'est le plus important, ne faites confiance à personne, surtout pas à Madeleine. »« Madeleine ? Mais je pensais qu'elle était votre complice. » »« Elle l'est. Elle est la seule à part mon médecin. Mais ma sœur est ambitieuse. Elle gère l'Empire en mon absence, et je crois qu'elle y a pris goût. Elle m'aide à démasquer nos ennemis, mais je ne suis pas certain qu'elle soit pressée de me voir reprendre les rênes. Elle est de notre côté, mais elle a son propre agenda. Soyez prudente avec elle. » La complexité de la situation la dépassait. C'était un nid de vipères, un jeu d'échecs aux multiples dimensions où chaque pièce pouvait être une menace. Et elle était au milieu, sans défense. « C'est de la folie, » souffla-t-elle. « C'est le monde dans lequel je vis, » répondit-il simplement. Il la regarda, son expression s'adoucissant de nouveau. « Je sais que je vous demande l'impossible. Je sais que je vous ai piégé. Mais je n'ai personne d'autre. Vous êtes la seule personne dans cette maison dont je suis absolument certain qu'elle n'est pas mon ennemi. Parce que vos motivations sont pures. Vous avez fait ça pour sauver votre père. » Il marqua une pause. « Un jour, près de la Saône, vous rêviez d'ouvrir un petit atelier, avec une grande vitrine pour y exposer une seule robe, qui changerait chaque semaine. » Le souvenir de cette confession, murmurée quelques jours plus tôt, la frappa de plein fouet. Il se rappelait. Ce n'était pas qu'un son pour lui, c'était une image, une information, une partie d'elle. « Quand tout ça sera terminé, dit-il d'une voix ferme, je vous rendrai votre liberté. Et je vous donnerai les moyens de construire cet atelier. C'est une promesse. » Camille ne répondit pas. Elle était prise entre la colère de sa situation et la lueur d'un avenir possible. Il l'avait utilisée, mais il lui offrait aussi une porte de sortie, une porte qu'elle devrait atteindre en traversant un champ de mines. Elle quitta la chambre, le laissant seul dans l'obscurité. En regagnant ses appartements, elle se regarda dans un miroir. Le visage qui la fixait n'était plus celui de la jeune couturière naïve de Lyon. C'était celui de Madame Dubois, gardienne d'un secret dangereux. Et pour la première fois, elle se demanda si elle serait à la hauteur.
Le lendemain matin, le soleil se leva sur une mascarade. Quand Camille ouvrit les yeux, la première pensée qui la frappa fut « Le spectacle commence ». La villa, avec sa beauté silencieuse et ses parquets lustrés, n'était plus une prison dorée, mais une scène de théâtre. Et elle, qui n'avait jamais aspiré qu'à être une créatrice dans l'ombre de son atelier, était désormais l'actrice principale d'une pièce dont elle ne connaissait pas la fin. Chaque geste anodin était désormais calculé. En descendant pour le petit déjeuner, elle croisa un jardinier qui lui adressa un « Bonjour, Madame Dubois » respectueux. Était-ce une simple politesse ou un rapport silencieux? La femme de chambre qui lui servit son café avec un sourire discret, était-elle juste une employée ou une espionne à la solde de Madeleine? Ou pire, des ennemis d'Étienne? La paranoïa était un poison lent qui s'infiltrait dans ses veines. Sa visite quotidienne à Étienne fut l'épreuve la plus difficile. L'infirmière de jour, Hélène, était là, souriante et bienveillante. Camille dut puiser au plus profond d'elle-même pour jouer son rôle d'épouse aimante. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle en s'approchant du lit, sa propre voix lui semblant fausse et théâtrale. Elle prit la main d'Étienne, se forçant à ne pas tressaillir au contact de sa peau chaude et consciente. Elle sentit une infime pression de ses doigts, un signal codé, imperceptible pour quiconque d'autre. Continue de jouer. Elle s'assit et ouvrit un livre, comme d'habitude. Mais les mots dansaient sur la page sans former de sens. Sa lecture était mécanique, sa voix un automate. Tout son être était tendu, à l'écoute du moindre bruit, du moindre regard. Elle avait conscience du corps parfaitement immobile d'Étienne, de sa respiration mesurée par la machine, de l'intelligence aiguë qui se cachait derrière ses paupières closes. Ils étaient deux acteurs sur scène, liés par un secret explosif, jouant la comédie de la tragédie. Plus tard, alors qu'elle se promenait dans la roseraie, tentant de calmer le tumulte de ses pensées, Madeleine la rejoignit. Elle n'arrivait jamais par hasard. Ses apparitions étaient toujours stratégiques. « Vous semblez prendre votre rôle très à cœur, Camille », lança-t-elle, son ton neutre rendant la phrase ambiguë. Était-ce un compliment ou un avertissement? Camille s'arrêta près d'un rosier aux fleurs d'un blanc immaculé. « C'est le moins que je puisse faire. C'est mon mari. » Elle prononça les mots avec une simplicité étudiée, espérant que cela sonnerait sincère. Madeleine la dévisagea, ses yeux gris perçants. L'important est de ne pas oublier la nature de notre arrangement. L'émotion est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre dans cette situation. La loyauté, en revanche, est une exigence. Le message était clair. Ne t'attache pas. Fais ce pour quoi tu es payé. Reste à ta place. Ma loyauté va à celui qui a sauvé mon père, répondit Camille, choisissant ses mots avec soin. C'était une vérité qui ne pouvait pas être contestée. Madeleine parut satisfaite. Bien, il y aura une réception ce soir, très intime. Quelques membres du conseil d'administration viennent présenter leurs condoléances pour notre situation et discuter de l'avenir de la maison. Votre présence est requise. Contentez-vous de paraître triste et digne. Ne parlez à personne des affaires. Et elle tourna les talons et la laissa seule au milieu des roses, une réception. Des ennemis potentiels allèrent donc entrer dans la place forte. Camille sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur du soleil. Elle n'était plus une simple spectatrice. On l'invitait sur le champ de bataille. La nuit venue, après que la réception fut terminée et que la maison se fut enfin endormie, elle retourna dans la chambre d'Étienne. L'infirmière de nuit venait de terminer sa première ronde. Ils avaient 2 heures devant eux. Elle referma la porte et s'adossa contre, le cœur battant. Étienne ouvrit les yeux. « Alors ?» demanda-t-il. Sa voix basse et urgente. « Madeleine m'a prévenu de ne pas m'impliquer émotionnellement, » rapporta-t-elle. Elle a parlé de loyauté, et il y avait une réception, quelques hommes du conseil. « Je sais, » dit-il. Le micro m'a permis de suivre une partie des conversations du hall. Et qui était là? Un certain monsieur Lefebvre, un autre plus jeune dont je n'ai pas retenu le nom, et un homme plus âgé, très élégant, que tout le monde semblait écouter avec beaucoup de respect. Gérard de Villiers. En prononçant ce nom, elle vit une lueur dure passer dans le regard d'Étienne. « Gérard !» répéta-t-il, le nom sonnant comme une malédiction. « C'est lui, le cerveau de l'opération. »
l'ami de mon père, mon mentor, l'homme que je respectais le plus au monde. Il y avait une telle amertume dans sa voix que Camille en fut touchée. Ce n'était pas seulement une affaire d'argent et de pouvoir, c'était une trahison personnelle, profonde et douloureuse. « J'ai besoin de votre aide, Camille, » reprit-il, son ton redevenant celui d'un stratège. « Demain, Gérard reviendra, sous prétexte de me rendre visite, de veiller sur le fils de son ami. En réalité, il vient s'assurer que je suis toujours un légume inoffensif. C'est là que vous intervenez. » Camille sentit son estomac se nouer. « Que dois-je faire? Vous serez là quand il arrivera. Vous l'accueillerez. Vous resterez dans la chambre avec lui. Je veux que vous l'observiez. Chaque détail compte. Regarde-t-il les moniteurs? Pose-t-il des questions techniques à l'infirmière? Ou son attention est-elle ailleurs? Touche-t-il à quelque chose? Est-il nerveux? Votre perception, votre intuition de femme sera plus utile que n'importe quelle caméra. Vous êtes mon seul moyen de le voir en direct. » La mission était simple en apparence, mais terrifiante. Se retrouver dans la même pièce que le traître, jouer la comédie devant lui, tout en l'espionnant pour le compte de sa victime présumée. Et si je me trompe, si je fais une erreur? Ne réfléchissez pas trop, soyez simplement vous-même. La jeune épouse triste et dévouée. Votre innocence est votre meilleure arme. Il ne se méfiera jamais de vous. Pour lui, vous n'êtes qu'un détail insignifiant dans son grand plan. Un détail insignifiant, c'est ce qu'elle était pour tous dans cette histoire, sauf, peut-être, pour l'homme qui la regardait depuis son lit. Pour lui, elle était en train de devenir son atout le plus précieux et le plus vulnérable. Il referma les yeux. Le PDG avait disparu, laissant place au prince endormi. Camille resta un long moment dans l'obscurité, le poids de sa nouvelle mission pesant sur ses épaules. Demain, elle allait devoir danser avec le loup, et elle n'avait pas le droit de faire un seul faux pas. L'attente fut une torture. Camille passa la journée dans un état de fébrilité contenue, chaque son de la maison la faisant sursauter. Le tintement d'une cuillère, le ronronnement lointain d'une tondeuse dans le parc, le craquement d'un parquet à l'étage. Tout était un prélude possible à l'arrivée de Gérard de Villiers. Elle se força à suivre sa routine, à lire dans la bibliothèque, à dessiner des esquisses de robe sur un carnet qu'elle gardait toujours sur elle, mais son esprit était ailleurs, dans cette chambre de l'aile ouest, aux côtés de l'homme qui simulait le sommeil. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, la gouvernante, Madame Girard, vint la trouver. Son visage était, comme à l'accoutumée, un masque de neutralité. « Madame Dubois, Monsieur de Villiers est dans le grand salon. Il demande s'il peut se recueillir un instant auprès de Monsieur Étienne. » Le moment était venu. Camille sentit son cœur s'emballer, mais elle força sa voix à rester calme. « Bien sûr. Dites-lui que je l'accompagne. Je serai là dans une minute. » Elle monta dans sa chambre, non pas pour se changer, mais pour se donner un instant de répit. Devant le miroir, elle vit une jeune femme au visage pâle, les yeux brillants d'une tension presque palpable. Elle pinça ses joues pour y ramener un peu de couleur, lissa sa simple robe en lin et prit une profonde inspiration. « Ton innocence est ta meilleure arme. » Les mots d'Étienne résonnaient en elle. Elle n'était pas une espionne. Elle était Camille, l'épouse dévouée et triste. C'était son rôle, son armure. Lorsqu'elle entra dans le grand salon, Gérard de Villiers se leva aussitôt. C'était un homme d'une 60aine d'années, d'une élégance parfaite. Son costume gris perle était impeccablement coupé, ses cheveux argentés coiffés en arrière, et son visage, bien que marqué par l'âge, dégageait un charisme et une autorité naturelle. Il lui sourit, un sourire paternel et chaleureux qui contrastait violemment avec la noirceur dont Étienne l'avait accusé. « Ma chère enfant, » dit-il de sa voix de velours, « c'est si aimable à vous de me recevoir. Je n'osais pas venir importuner, mais je pense si souvent à ce pauvre Étienne. Il était comme un fils pour moi. » La duplicité du personnage était si parfaite qu'elle en eut la nausée. Elle se contenta d'incliner la tête. « Il aurait été heureux de votre visite, monsieur. Veuillez me suivre. » Ils montèrent l'escalier en silence. Camille était hyper consciente de sa présence derrière elle, de l'odeur discrète de son eau de Cologne, un parfum boisé et luxueux.
Elle se sentait comme un agneau menant le loup à la bergerie. Hélène, l'infirmière, était dans la chambre. Elle se leva, manifestement intimidée par la présence de cet homme puissant. « Monsieur de Villiers », dit Camille pour officialiser les présentations. « Voici Hélène, qui veille sur mon mari. » Gérard lui adressa un signe de tête affable. « C'est un travail admirable que vous faites, mademoiselle. Nous vous sommes tous très reconnaissants. » Puis, son attention se porta entièrement sur le lit. Il s'approcha, et son visage se composa en une expression de profonde tristesse. Il contempla Étienne pendant un long moment, et Camille, qui l'observait du coin de l'œil, dut admettre que sa performance était magistrale. N'importe qui aurait vu un vieil ami dévasté par le chagrin. « Il a l'air si paisible », murmura-t-il, comme s'il dormait simplement. Il posa une main sur l'épaule d'Étienne, un geste faussement affectueux. Mais Camille vit où son regard se portait réellement. Ce n'était pas sur le visage de son soi-disant protégé, c'était sur les machines. Ses yeux balayaient les courbes vertes du moniteur cardiaque, s'attardaient une fraction de seconde sur le respirateur, puis se fixèrent sur le goutte à goutte de la perfusion qui plongeait dans le bras d'Étienne. Conformément au plan, Camille s'adressa à l'infirmière pour détourner son attention. « Hélène, pourriez-vous m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Je me sens un peu faible. »« Bien sûr, madame. » L'infirmière s'empressa de sortir. Ils étaient seuls, ou presque. Gérard, Camille et l'esprit bien éveillé d'Étienne. Profitant de cette brève intimité, Gérard se pencha légèrement comme pour murmurer quelque chose à l'oreille du dormeur. Mais son geste était un leurre. Sa main libre effleura le tube de la perfusion, ses doigts suivant le trajet du liquide jusqu'à la petite molette de réglage du débit. Il ne la toucha pas, mais il l'examina avec une intensité qui trahissait un intérêt bien plus que médical. C'était le regard d'un expert qui vérifiait un mécanisme. L'action ne dura que 2 secondes, mais pour Camille, le temps se figea. Puis il se redressa, juste au moment où Hélène revenait avec le verre d'eau. Son visage avait repris son masque de componction. « Vous devez être si forte, ma chère, » dit-il à Camille en lui prenant la main. Sa poigne était ferme, sèche. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de la moindre chose, n'hésitez jamais à m'appeler. Je suis là pour vous, pour veiller sur l'héritage d'Étienne. » L'héritage. Le mot était lâché. C'était tout ce qui l'intéressait. Il quitta la pièce peu après, laissant derrière lui une atmosphère lourde de non-dits. Camille attendit le soir avec une impatience fébrile. La nuit, devenue son sanctuaire, son seul espace de vérité, tardait à venir. Quand elle put enfin rejoindre Étienne, elle lui raconta tout, sans omettre un seul détail. Le regard sur les moniteurs, le geste vers la perfusion, le mot « héritage ». Étienne écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, un long silence s'installa. Il fixait le plafond, et Camille pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner à plein régime. « La perfusion, dit-il enfin, sa voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. Il a vérifié la perfusion. Oui, il a regardé le réglage du débit. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça signifie tout, la coupa-t-il. Le rapport officiel de mon médecin indique que mon coma est d'origine neurologique. Mais par précaution, pour assurer une immobilité parfaite et déjouer d'éventuels tests réflexes, nous administrons en continu un sédatif très léger, un produit standard. Gérard n'est pas médecin, mais il est assez intelligent pour savoir que certains comas peuvent être induits chimiquement. Il se tourna vers elle, et l'intensité de son regard bleu la cloua sur place. Il ne vérifiait pas si j'étais inconscient, Camille. Il vérifiait comment. Il cherchait une faille, une trace de manipulation. Le fait qu'il se soit concentré sur la perfusion prouve une chose. Il a des doutes. Il soupçonne que mon état n'est pas naturel. Et s'il a des doutes, il ne va pas se contenter d'attendre. Il va agir. La conclusion tomba comme un couperet. Le loup ne se contentait plus de rôder autour de la bergerie. Il était en train de tester la solidité de la porte, et ils étaient tous les deux à l'intérieur, dans le noir. La nuit qui suivit la visite de Gérard de Villiers fut différente des autres. Le secret qui liait Camille à Étienne n'était plus une simple confidence, un drame intime joué dans le huis clos de la chambre. Il était devenu une menace tangible, une bête tapie dans l'ombre qui pouvait bondir à tout moment.
L'atmosphère de la villa, déjà si lourde, devint suffocante. Chaque courant d'air semblait porteur d'un murmure hostile, chaque ombre dans le couloir une silhouette ennemie. Dans la chambre, leur conversation nocturne avait perdu toute trace de la curiosité des débuts. Elle était maintenant tendue, stratégique, chuchotée avec une urgence fébrile. S'il a des doutes, il ne s'arrêtera pas là, répéta Étienne, ses yeux fixés sur le plafond comme s'il y lisait l'avenir. Il va vouloir une preuve. Il va essayer de me faire réagir ou de prouver que mon état est une imposture. Comment ? Demanda Camille, assise sur le bord du fauteuil, le corps penché vers lui. Je ne sais pas encore. Il pourrait essayer de corrompre un membre du personnel médical, d'introduire un produit dans ma perfusion pour voir si mon corps réagit différemment. Ou pire. Pire, exiger une seconde opinion. Faire venir son propre spécialiste. Un neurologue à sa solde qui mènerait une batterie de tests impossible à feindre. C'est la manœuvre la plus intelligente, la plus difficile à contrer. L'idée fit courir un frisson glacé le long de la colonne vertébrale de Camille. Elle imaginait un médecin aux yeux froids, soumettant le corps immobile d'Étienne à des électrodes, des piqûres, des tests de douleur. Comment pourrait-il rester impassible ? « Je dois contacter mon médecin, Arnaud de Renaud, » dit Étienne, sa voix se durcissant. « Il faut qu'il soit prêt. Il doit préparer un contre-argumentaire médical, renforcer les protocoles. Mais je ne peux pas utiliser les lignes de la maison, elles sont certainement sur écoute. » Il se tourna vers elle, son regard d'un bleu intense la retenant captive. « J'ai besoin de vous, Camille, encore une fois. » C'est ainsi qu'à 2 heures du matin, Camille se glissa hors de la chambre, telle une voleuse dans sa propre maison. Sa mission ? Récupérer un téléphone satellite qu'Étienne avait caché avant son accident. Les instructions étaient précises. Dans la bibliothèque, derrière la 3e rangée des œuvres complètes de Balzac, un panneau de bois dissimulait une petite niche. Le cœur battant, elle traversa les couloirs obscurs, évitant les lattes de parquet qui craquaient sous son poids. La bibliothèque était plongée dans une obscurité presque totale, seules de minces raies de lune, filtrant à travers les lourds rideaux. L'odeur des vieux livres et du cuir lui emplit les narines. Elle trouva l'étagère, ses doigts tremblants parcourant les dos reliés des volumes. La comédie humaine. Ironique. Elle repoussa les livres, chercha le mécanisme caché. Un léger clic et une petite section de l'étagère pivota vers l'intérieur, révélant une cavité sombre. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de velours noir, se trouvait un petit appareil compact et froid, le téléphone. Le retour fut encore plus angoissant. Chaque statue dans le hall semblait la suivre du regard. Elle remit l'objet à Étienne, qui le dissimula aussitôt sous ses draps. Il passa son appel, parlant à voix basse, dans un jargon technique et codé qu'elle ne comprenait pas. Quand il eut terminé, il semblait un peu plus rassuré, mais la tension sur son visage restait palpable. Le coup de grâce arriva le lendemain par l'intermédiaire de Madeleine. Elle convoqua Camille dans son bureau glacial. Elle semblait nerveuse, pour la première fois. Ses doigts, impeccablement manucurés, tapotaient la surface de verre de son bureau. « Gérard de Villiers a appelé ce matin », annonça-t-elle sans préambule. Il s'est montré très persuasif, préoccupé par l'état d'Étienne. Il a suggéré, avec une insistance qui ne laissait aucune place au refus, de faire venir un grand spécialiste de Paris pour un examen complémentaire, le professeur Mercier. Le nom tomba dans le silence comme une pierre dans un puits. C'était exactement ce qu'Étienne avait prédit. J'ai essayé de refuser, continua Madeleine, se défendant avant même d'être accusée. J'ai dit que le protocole du docteur Renaud était suffisant. Mais il a invoqué son rôle d'ami de la famille, le devoir du conseil d'administration de s'assurer que tout est fait pour le bien-être d'Étienne. Refuser aurait été un aveu. Un aveu que nous cachons quelque chose. J'ai dû accepter. Quand ?» demanda simplement Camille, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Demain, à 14 heures. » La nouvelle eut l'effet d'une bombe. Il n'avait que 24 heures. 24 heures pour se préparer à un examen qui pouvait tout faire basculer. Cette nuit-là, l'ambiance dans la chambre était électrique. Étienne avait déjà prévenu Arnaud Renaud, qui avait promis d'être présent pour superviser l'examen. « Arnaud est le meilleur ?»
expliqua Étienne à Camille, qui faisait les 100 pas comme un animal en cage. Il saura comment orienter les choses, comment noyer ce Mercier sous des données techniques, mais il y a des tests, le réflexe cornéen, la réaction à la douleur, ce sera difficile. Je vais devoir me préparer, mentalement. Il ferma les yeux, et son visage devint un masque de concentration absolue. Camille le regarda, fascinée et terrifiée. Elle voyait l'homme d'affaires, le stratège, se transformer en guerrier, se préparant à une bataille qui se jouerait sur le terrain le plus intime et le plus vulnérable qui soit, son propre corps. Elle s'arrêta de marcher et s'approcha du lit. Une impulsion la poussa à tendre la main et à la poser sur son bras, par-dessus le drap. C'était la première fois qu'elle le touchait de sa propre initiative depuis la révélation. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Il ouvrit les yeux, surpris. « Et pourquoi ? Pour tout ça, pour ce que vous allez devoir endurer. Personne ne devrait avoir à subir une chose pareille. » Il la regarda longuement, et dans ses yeux bleus, elle vit autre chose que de la stratégie ou de la colère. Elle vit une lueur de fatigue, de vulnérabilité. « Vous n'auriez jamais dû être mêlée à ça, Camille, » dit-il doucement, et sa voix était dépourvue de toute ironie. « C'est moi qui suis désolé. » Un fragile instant de vérité passa entre eux, une trêve dans la guerre qu'ils menaient. Ils n'étaient plus le manipulateur et la victime, mais deux êtres humains piégés dans une situation impossible, se préparant à affronter ensemble la plus grande menace qu'ils aient connue. Demain, à 14 heures, le rideau se lèverait sur l'acte le plus dangereux de leur pièce, et ils ne savaient pas s'ils seraient encore sur scène à la fin. Le matin du 14e coup se leva sous un ciel gris et bas, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La villa était d'un silence de mort. Le personnel se déplaçait à pas de loup, les conversations étaient des murmures. La nouvelle de la venue d'un grand spécialiste de Paris s'était répandue, et l'air était chargé d'une attente anxieuse et solennelle. Pour les employés, c'était un espoir de miracle. Pour Camille, c'était l'heure du jugement. Elle ne mangea rien. L'idée même de la nourriture lui soulevait le cœur. Elle passa la matinée dans la chambre d'Étienne, sous le prétexte de lui faire la lecture. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Elle se contentait de s'asseoir près de lui, tenant parfois sa main, essayant de lui transmettre par ce simple contact une force qu'elle ne possédait pas elle-même. Il était parfaitement immobile, son visage d'une sérénité de pierre. Se préparait-il? Souffrait-il déjà en anticipation? Elle ne pouvait que l'imaginer. À 13h30, le docteur Arnaud Renaud arriva. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au regard vif et intelligent, dont le calme apparent cachait une énergie nerveuse. Il salua Camille d'un signe de tête discret mais complice. Ils étaient des alliés dans cette guerre silencieuse. Il vérifia les équipements, parla à voix basse avec l'infirmière. Tout était en place pour la représentation. À 14 heures précises, la sonnette retentit. Camille, qui guettait par la fenêtre du couloir, vit une berline noire s'arrêter devant le perron. Gérard de Villiers en descendit, suivi d'un homme plus petit, sec, au visage austère et au regard pénétrant, portant une mallette en cuir. C'était sans doute le professeur Mercier. Camille les rejoignit au bas de l'escalier, jouant son rôle d'hôtesse éplorée. Madeleine était là aussi, le visage plus tendu et pâle que jamais. « Professeur », dit Gérard avec une onction qui sonnait faux, « voici Madame Dubois, la courageuse épouse d'Étienne. » Mercier lui serra la main. Son contact était froid, clinique. Ses yeux la jaugèrent une seconde, sans la moindre trace d'empathie. C'était un homme de science, pas de sentiment. « Madame, toutes mes condoléances pour cette épreuve. » Le mot « condoléances » la frappa. Il parlait déjà d'Étienne comme s'il était mort. Ils montèrent tous dans la chambre. L'atmosphère devint instantanément irrespirable. La pièce, si grande, semblait soudain trop petite pour contenir autant de tension. Le docteur Renaud s'avança pour accueillir son confrère, et les deux hommes échangèrent des politesses professionnelles, froides comme l'acier. Le professeur Mercier ne perdit pas de temps. Il posa sa mallette, en sortit divers instruments et commença son examen avec une efficacité redoutable. Camille s'était reculée près de la fenêtre, les mains jointes si fort que ses phalanges en étaient blanches.
Elle se sentait complètement impuissante, simple spectatrice d'une torture imminente. L'examen commença par les réflexes de base. Mercier souleva la paupière d'Étienne et y projeta une lumière vive avec une petite lampe. Il observa ses pupilles. Camille retint son souffle. « Réflexe photomoteur quasi inexistant », commenta Mercier d'une voix neutre. Le docteur Renaud intervint aussitôt. « C'est cohérent avec les lésions axonales diffuses que nous suspectons. La latence est significative depuis le début. » Mercier hocha la tête, sans se prononcer. Il prit un petit marteau à réflexe et frappa le genou d'Étienne. Aucun mouvement. Il testa ses bras, ses chevilles. Rien. Le corps d'Étienne était d'une docilité absolue, une poupée de chiffon entre les mains de l'expert. Gérard de Villiers observait la scène, debout près du lit, les bras croisés. Son visage était impénétrable, mais ses yeux ne quittaient pas le moindre geste du médecin. Puis, le professeur Mercier se tourna vers sa mallette et en sortit une fine aiguille. Le cœur de Camille s'arrêta. C'était le test qu'elle redoutait, le test de la douleur. Comment un homme vivant et conscient pouvait-il ne pas réagir? « Je vais tester la réponse nociceptive », annonça Mercier. Il se pencha sur le pied d'Étienne, soulevant le drap. Il tenait l'aiguille entre le pouce et l'index. Gérard de Villiers se pencha lui aussi, comme pour ne rien manquer du spectacle. C'est parfois par ces voies nerveuses primaires que l'on obtient un signe, même infime, dit Gérard d'un ton faussement savant, mais ces mots étaient une provocation, une invitation à la réaction. Mercier pressa la pointe de l'aiguille contre la plante du pied d'Étienne, d'abord doucement, puis avec une pression de plus en plus forte. Camille fixa le visage de son mari. Une perle de sueur aurait pu le trahir. Un frémissement de narine, un cil qui bat plus vite, rien, pas un tressaillement, pas un frémissement de muscles, une immobilité de marbre. Mercier fronça les sourcils, insatisfait. Il remonta le long de la jambe, cherchant d'autres points de pression. Il pinça la peau du mollet avec force. Rien. Le silence dans la pièce était total, rompu seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque. Un bip qui, Camille le pria de toutes ses forces, ne devait surtout pas s'accélérer. Gérard de Villiers semblait déçu. Il se redressa et fit le tour du lit pour se placer près de la tête d'Étienne. « C'est tragique !» dit-il, sa voix résonnant juste à côté de l'oreille du faux comateux. « Voir un homme si brillant réduit à cela. Nous devrons bientôt prendre des décisions pour l'avenir de la maison, des décisions difficiles, pour assurer sa pérennité. Des décisions qu'Étienne n'aurait peut-être pas approuvées, mais la raison d'État l'emporte, n'est-ce pas? C'était une attaque directe, psychologique. Il ne testait plus le corps, mais l'esprit, l'ego, l'orgueil du PDG déchu. Camille sentit une bouffée de haine monter en elle. Elle jeta un regard angoissé au moniteur. La ligne verte continuait sa danse régulière, imperturbable. Le cœur d'Étienne battait avec la régularité d'un métronome. Le professeur Mercier finit par ranger ses instruments. Il se lava les mains dans la petite salle de bain attenante, puis revint vers le groupe. Le verdict allait tomber. « Eh bien, professeur ?» demanda Gérard, impatient. Mercier prit son temps, essuyant méticuleusement ses mains. Le tableau clinique est celui d'un état végétatif persistant. L'absence totale de réponse aux stimuli, qu'ils soient tactiles ou nociceptifs, est impressionnante. Il y avait une nuance d'étrangeté dans sa voix sur le mot « impressionnante ». Cependant, ajouta-t-il, et le cœur de Camille rata un battement. L'activité cérébrale sur les derniers EEG fournis par le docteur Renaud montre quelques micro-variations atypiques, infimes, probablement sans signification. Mais je recommanderais un suivi par imagerie fonctionnelle d'ici quelques mois, si l'état reste stable. C'était une victoire, mais une victoire précaire. Il avait confirmé le diagnostic, mais il avait aussi planté une graine de doute, une porte entrouverte pour l'avenir. Gérard de Villiers ne semblait ni satisfait ni déçu. Il était simplement pensif. Il avait perdu cette manche, mais pas la guerre. Après leur départ, le docteur Renaud resta encore un moment. Il posa une main sur l'épaule de Camille. « Vous avez été très courageuse, madame. Et lui, il regarda Étienne. Il a une volonté de fer. Je n'ai jamais vu un tel contrôle. » Quand il fut parti et que la nuit fut tombée, Camille retourna voir Étienne. Elle était épuisée, vidée.
Elle s'approcha du lit et, sans réfléchir, prit sa main. Elle était glacée. Le prix du contrôle absolu. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Vous avez réussi. » Il n'ouvrit pas les yeux tout de suite. Il resta immobile un long moment. Puis, lentement, ses doigts se refermèrent sur les siens. Une pression infime, presque imperceptible, mais indubitable. Ce n'était pas un mot, ce n'était pas un regard. C'était un message silencieux, transmis de peau à peau dans l'obscurité. Nous avons tenu, ensemble. L'écho des pas de Gérard de Villiers et du professeur Mercier se dissipa dans les longs couloirs de la villa. Mais la tension, elle, resta suspendue dans l'air de la chambre, aussi palpable qu'un brouillard. Camille se sentait vidée, comme si elle avait elle-même subi l'examen. Elle resta près du lit, la main d'Étienne toujours dans la sienne, attendant un signe. Pendant de longues minutes, il ne bougea pas. Elle se demanda s'il s'était réellement endormi, épuisé par l'effort surhumain qu'il venait de fournir. Puis, enfin, il ouvrit les yeux. Il n'y avait plus de stratégie dans son regard, plus de calcul, seulement une fatigue abyssale, une vulnérabilité qu'elle ne lui avait encore jamais vue. Son masque de PDG impitoyable était tombé, laissant voir l'homme en dessous, meurtri par une bataille invisible. Camille, sa voix était à peine un murmure, rauque et éraillé. « Je suis là », répondit-elle doucement. « C'est fini. » Un léger spasme parcourut son corps, un tremblement qu'il ne put réprimer. C'était la réaction différée de son système nerveux, libérant enfin la tension accumulée. « L'aiguille !» souffla-t-il, les yeux fermés un instant comme pour chasser un souvenir douloureux. « J'ai cru que j'allais céder. J'ai concentré toute ma pensée sur le son de votre voix lisant Éluard, la semaine dernière. C'est la seule chose qui m'a permis de tenir. » Cette confession la frappa en plein cœur. Elle, qui s'était sentie si stupide en lui lisant de la poésie, avait en réalité forgé l'arme qui venait de le sauver. Ces mots avaient été son bouclier. Une intimité nouvelle, vertigineuse, s'installa entre eux. Ils n'étaient plus liés par un contrat ou un secret, mais par une épreuve partagée, par la douleur qu'il avait endurée et qu'elle avait ressentie par procuration. Sans réfléchir, elle prit une débarbouillette dans la salle de bain, la trempa dans l'eau froide et revint s'asseoir près de lui. Doucement, avec une infinie précaution, elle lui tamponna le front, les tempes. Son geste était instinctif, tendre. Il ne recula pas. Au contraire, il sembla se détendre sous son contact, un soupir à peine audible s'échappant de ses lèvres. « Vous tremblez » murmura-t-elle. « C'est le prix du silence » répondit-il amèrement. Elle continua de prendre soin de lui, en silence. Ce n'était plus Madame Dubois jouant son rôle. C'était Camille apaisant un homme qui avait souffert. Pour la première fois dans cette maison, elle ne se sentait plus comme une prisonnière ou une employée, mais comme une présence nécessaire, une alliée. Le mur invisible qui les séparait, le mur de la tromperie, du rang social, de la méfiance, venait de s'effondrer. Après un long moment, il sembla retrouver une partie de ses forces. Il se redressa légèrement sur ses oreillers, le regard de nouveau plus vif, plus alerte. Le stratège revenait, mais quelque chose avait changé. Il ne la regardait plus comme un simple atout. « Mercier n'est pas dupe, dit-il. Ces micro-variations atypiques sont un message pour Gérard. Il dit, officiellement il n'y a rien, mais officieusement quelque chose cloche. Gérard ne lâchera pas, il va accélérer son plan, nous n'avons plus beaucoup de temps. Que devons-nous faire ? Demanda Camille. Le « nous » sortit naturellement de sa bouche. Elle était impliquée, totalement. Je dois passer à l'offensive. J'ai passé des mois à rassembler des informations sur ces malversations, des comptes offshore, des transferts de fonds. Mais il me manque la preuve ultime. Le document qui le relie directement à la tentative de prise de contrôle. Je sais où il se trouve. Il marqua une pause, la fixant intensément. C'est un fichier crypté. Il est sur un serveur privé dans son bureau, ici, à la villa. Un bureau où personne n'entre jamais à part lui. Camille comprit immédiatement où il voulait en venir. Vous voulez que j'y aille. Je n'ai que vous. Demain, Madeleine organise une garden party de charité. C'est une tradition annuelle. Elle a dû la maintenir pour ne pas éveiller les soupçons.
Tout le personnel sera mobilisé dans les jardins. Gérard sera là, occupé à jouer son rôle de pilier de la communauté. Ce sera notre seule fenêtre de tir. Le bureau sera vide. La peur, froide et familière, revint la saisir. Espionner était une chose. Pénétrer dans l'antre de l'ennemi pour y dérober une preuve en était une autre. Comment? La porte sera fermée à clé. Madeleine a un double de toutes les clés de la maison. Dans son bureau, dans le tiroir de gauche, sous un faux fond. Elle ne se doutera de rien si vous y allez pendant qu'elle prononcera son discours. Je vous donnerai le code pour l'ordinateur et les instructions pour copier le fichier sur une clé USB que je vous fournirai. C'est la pièce maîtresse, Camille. Avec ça, je peux tout arrêter. Il lui demandait de prendre un risque insensé. Si elle se faisait prendre, tout serait perdu. Elle ne serait plus seulement une complice, mais une voleuse. Elle regarda son visage, encore pâle de l'épreuve qu'il venait de traverser. Elle repensa à son père, enfin à l'abri du besoin. Elle pensa à la promesse de son atelier. Mais plus que tout, elle pensa à cet homme qui avait utilisé le son de sa voix comme une ancre dans la tempête. « Je le ferai », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Un soulagement immense se peignit sur les traits d'Étienne. Il tendit la main et prit la sienne. Cette fois, le contact était différent. Ce n'était plus le signal codé d'un allié, ni la poignée de main glacée d'un homme sous contrôle. C'était une pression chaude, reconnaissante, humaine. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle doucement, presque pour elle-même. « Seulement pour une entreprise? Est-ce que ça en vaut la peine ?» Il détourna le regard vers la fenêtre, où la nuit était maintenant complète. Son expression devint lointaine, mélancolique. « Ce n'était plus seulement pour l'entreprise, » avoua-t-il à mi-voix. « La maison du bois, c'était ma prison autant que mon royaume. J'étais enchaîné à des devoirs, à une image, à une vie qui n'avait plus de sens. L'accident. » Il s'arrêta, comme s'il en avait trop dit. « Disons que ce coma m'a offert quelque chose que je n'avais plus depuis longtemps. Le silence, le temps de réfléchir. C'était la première fissure dans sa propre armure, la première fois qu'il laissait entrevoir une blessure plus profonde qu'une simple trahison commerciale. Camille sentit qu'il y avait un autre secret, plus personnel, plus sombre, caché au cœur de toute cette affaire. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Elle se leva pour partir. « Reposez-vous, nous aurons besoin de toutes nos forces pour demain. » Avant de franchir la porte, elle se retourna. Il la regardait toujours, et dans le silence de la chambre, un nouveau langage s'était établi entre eux, fait de confiance et d'une complicité née dans l'adversité. Demain, elle n'irait pas se battre pour un PDG ou un contrat. Elle irait se battre pour Étienne. Le jour de la garden party, la Villa des Charmes se métamorphosa. Le silence oppressant fut remplacé par le murmure feutré des conversations, le tintement cristallin des flûtes de champagne et les notes légères d'un quatuor à cordes installé sur la pelouse. Des invités triés sur le volet, représentant le fleuron de la société lyonnaise, déambulaient dans les jardins, leurs tenues élégantes formant des taches de couleurs vives sur le vert impeccable du gazon. C'était une démonstration de puissance, une affirmation que même avec son chef endormi, la maison du bois restait inébranlable. Camille, vêtue d'une simple robe bleu marine qu'elle avait elle-même retouchée pour lui donner une dignité sobre, se sentait plus seule que jamais au milieu de cette foule. Elle jouait son rôle à la perfection, le visage empreint d'une tristesse gracieuse, remerciant d'un mot doux les invités qui venaient lui présenter leurs vœux de prompt rétablissement pour son mari. Chaque sourire qu'elle esquissait était un mensonge, chaque poignée de main un effort. Ses nerfs étaient tendus à se rompre. Elle guettait Gérard de Villiers, qui paradait tel un paon, acceptant les condoléances comme s'il était le régent légitime du royaume. L'heure fatidique approchait. À 15 heures, Madeleine monta sur une petite estrade pour prononcer son discours de remerciement aux donateurs. C'était le signal, le moment où tous les regards seraient tournés vers elle. Camille s'excusa discrètement auprès d'un petit groupe, prétextant une subite migraine. Personne ne fit attention à elle. Elle se glissa à l'intérieur de la villa, soudainement déserte. Le contraste était saisissant. Le son de la fête lui parvenait, assourdi, lointain, comme le bruit d'un autre monde. Le bureau de Madeleine était au premier étage.
Le cœur de Camille battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende depuis le jardin. Elle entra sans faire de bruit. La pièce était froide, impersonnelle, à l'image de sa propriétaire. Elle se dirigea vers le bureau en bois laqué noir, tiroir de gauche. Elle l'ouvrit. Il était rempli de fournitures de bureau parfaitement ordonnées. Ses doigts tremblants cherchèrent le faux fond, une légère rainure sous le feutre. Elle tira dessus. Le panneau se souleva, révélant une rangée de clés méticuleusement étiquetées. Bureau G de V. La voilà. La clé dans sa paume moite, elle traversa le couloir jusqu'à l'autre aile. Le bureau de Gérard était au fond, une porte massive en chêne qui semblait garder des secrets millénaires. La clé tourna dans la serrure avec un claquement sec qui résonna dans le silence comme un coup de feu. Elle se figea, écoutant. Rien. Elle entra et referma la porte derrière elle. L'air était confiné, imprégné d'une odeur de cuir, de cigares froids et de pouvoir. Des lambris sombres couvraient les murs. Une immense bibliothèque croulait sous les ouvrages juridiques et financiers. Au centre, un bureau monumental. Et sur le bureau, l'ordinateur. Elle s'assit dans le lourd fauteuil en cuir qui semblait encore porter l'empreinte de son propriétaire. Elle alluma l'écran. Un champ de mots de passe apparut. Étienne lui avait donné le code, un mot qu'il avait découvert en écoutant les conversations de Gérard. Éléonore, le prénom de la défunte femme de Gérard. Une touche de sentimentalisme macabre de la part d'un homme sans cœur. Le bureau de l'ordinateur s'afficha. Camille inséra la minuscule clé USB qu'Étienne lui avait confiée. Elle suivit ses instructions à la lettre, ouvrir le serveur privé, accéder au dossier Succession, puis au sous-dossier Actifs confidentiels. Là, un seul fichier, Projet Phénix. Le nom était aussi arrogant que l'homme lui-même. Elle commença le transfert. Une barre de progression bleue apparut à l'écran, se remplissant avec une lenteur exaspérante. Chaque seconde était une éternité. Dehors, elle entendit une salve d'applaudissements. Le discours de Madeleine était terminé. Le temps lui était compté. Alors que la barre atteignait les 80%, elle entendit des pas dans le couloir, des pas lourds, assurés. La panique la saisit. Elle voulut arracher la clé, mais le transfert n'était pas fini. C'était trop tard. La poignée de la porte commença à tourner. Au dernier moment, les pas s'arrêtèrent et s'éloignèrent. Une fausse alerte. Une femme de chambre se rendant dans une autre pièce. Camille, le souffle coupé, resta pétrifiée une seconde avant de se reconcentrer sur l'écran. Transfert terminé. Elle retira la clé, éteignit l'ordinateur et se leva. Elle remit le fauteuil exactement à sa place, vérifia qu'elle ne laissait aucune trace. Elle sortit du bureau, le referma à clé et refit le chemin inverse en courant presque. Elle remit la clé dans le bureau de Madeleine, replaça le faux fond et ressortit. De retour dans le jardin, personne ne semblait avoir remarqué son absence. Le soleil commençait à descendre et la fête touchait à sa fin. Elle se sentait triomphante, ivre d'adrénaline. Elle avait réussi. Elle avait la preuve. La nuit venue, elle attendit à peine le départ de l'infirmière pour se précipiter dans la chambre d'Étienne. Elle lui tendit la clé USB comme un trophée. « Je l'ai », dit-elle, la voix vibrante d'excitation. « Projet Phénix ». Étienne la prit, et pour la première fois, un vrai sourire illumina son visage. Un sourire éclatant, sincère, qui le transforma. Il n'était plus le prince endormi ou le PDG calculateur. Il était juste un homme, victorieux. « Camille, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé. Vous avez tout sauvé. » Il posa la clé USB sur la table de chevet. Puis, il la regarda, son expression devenue grave, intense. « Maintenant que c'est presque fini, il y a quelque chose que je dois vous dire. La vérité, toute la vérité. » Camille s'assit, son cœur battant encore des émotions de la journée, prête à l'écouter. « L'accident, commença-t-il, sa voix se brisant presque. Ce n'était pas qu'une stratégie pour piéger Gérard, c'était plus que ça. Ma vie, avant, elle était vide. Une succession de réunions, de contrats, d'obligations. J'étais le PDG, l'héritier, mais je n'étais personne. J'ai tout fait. J'étais au bord du gouffre. » Il marqua une pause, et ses yeux se perdirent dans le vague. « Ce jour-là, sur la route d'Annecy, je n'ai pas seulement feint un accident. J'ai failli en provoquer un vrai. C'était une fuite désespérée.
Pas de mes ennemis, mais de moi-même. J'ai donné un coup de volant. C'était un geste de suicide ou de libération, je ne sais plus. L'idée du coma simulé n'est venue qu'après, quand j'ai réalisé que j'étais indemne. C'était une excuse parfaite pour disparaître, pour m'échapper d'une vie que je ne supportais plus. Le silence qui suivit sa confession fut assourdissant. Camille le regarda, essayant d'absorber le sens de ses paroles. Et soudain, le sol se déroba sous ses pieds. Tout était un mensonge, pas seulement le coma. L'accident aussi. La victime, qu'elle croyait protégée, était en réalité un fuyard. Un homme si riche et si puissant qu'il avait voulu jeter sa vie par la fenêtre parce qu'elle l'ennuyait. Et elle avait sacrifié sa propre vie, son nom, son avenir, pour sauver un homme qui ne voulait même pas être sauvé. L'admiration qu'elle avait commencé à ressentir, la complicité née de l'épreuve, tout se mua en une nausée amère. Il ne l'avait pas seulement utilisé comme un pion dans son jeu d'échecs, il l'avait utilisé comme un pansement pour sa propre misère existentielle. Sa pitié, sa gentillesse, son dévouement, tout avait été bâti sur les fondations d'un mensonge encore plus grand et plus personnel. « Vous comprenez » commença-t-il, la voyant pâlir. « Je comprends » le coupa-t-elle, sa voix blanche et glaciale. « Je comprends que j'ai été une idiote. » Elle se leva. Le triomphe qu'elle avait ressenti quelques minutes plus tôt n'était plus que cendre. « Où allez-vous » demanda-t-il, sentant le changement radical dans son attitude. « Loin d'ici, loin de vous, loin de tous ces mensonges. » Elle quitta la chambre, sans un regard en arrière, le laissant seul avec sa victoire et son terrible secret. Elle monta dans sa chambre, prit son sac, le peu d'affaires qu'elle avait apporté en arrivant, et le recueil de poèmes de sa mère. Elle n'avait pas de plan, juste un besoin irrépressible de fuir, de respirer un air qui ne soit pas vicié par la tromperie. Elle quitta la villa par une porte de service et marcha dans la nuit jusqu'à la gare la plus proche. Le premier train partait pour le sud. Sur le quai, sous la lumière blafarde des néons, elle acheta un billet. Destination, Aix-les-Bains. La ville où sa mère était née, un lieu de source, de pureté, un endroit pour tout laver, pour tout recommencer. Aix-les-Bains n'offrit pas à Camille l'absolution qu'elle était venue y chercher. La ville thermale, avec ses façades belle époque et la promesse apaisante de ses eaux, ne parvenait pas à laver la souillure de la trahison. Le lac du Bourget, immense et changeant sous le ciel de Savoie, était d'un bleu si profond qu'il en devenait mélancolique. Chaque jour, elle marchait le long de ses rives, cherchant dans le clapotis de l'eau une réponse, une direction. Elle était libre, enfin, libre de son père, libre de la villa, libre d'Étienne. Mais cette liberté avait le goût amer de la solitude et du vide. Elle avait loué une petite chambre dans une pension de famille, loin du luxe des grands hôtels. Elle vivait de l'argent que son père lui avait viré, une partie de la somme versée par les Dubois. Cet argent lui brûlait les doigts, mais elle savait qu'elle en aurait besoin pour recommencer. Recommencer quoi? L'idée de son atelier, autrefois si claire et si lumineuse, lui paraissait maintenant lointaine, un rêve appartenant à une autre femme, plus naïve, plus innocente. Le mensonge d'Étienne l'avait brisée plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'était pas la machination contre ses ennemis qui la hantait, c'était la faille personnelle, ce désespoir existentiel d'un homme qui avait tout et qui voulait tout jeter. Il avait utilisé son sacrifice à elle, un sacrifice né d'une nécessité crue et brutale, pour fuir une prison dorée qu'il s'était lui-même construite. Sa détresse à elle était réelle, la sienne lui semblait être un caprice de nanti. Et c'est cette injustice qui lui était insupportable. 3 jours après son arrivée, alors qu'elle était assise sur un banc face au lac, le regard perdu sur les montagnes qui plongeaient dans l'eau, elle le vit. Il n'arriva pas dans une voiture avec chauffeur. Il marchait seul sur l'esplanade, et il avait l'air perdu. Il ne portait pas de costume impeccable, mais un simple pantalon en toile et un pullover qui semblait trop grand pour lui. Il n'avait plus l'assurance du PDG ni la sérénité du faux comateux. Il avait l'air fatigué, vulnérable. Il avait l'air humain. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, comme s'il craignait de s'approcher davantage. Elle ne se leva pas. Elle attendit, le cœur battant à contretemps. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, sa voix plus neutre qu'elle ne l'aurait voulu. « Quand on cherche la seule chose qui a encore de l'importance, on la trouve, » répondit-il simplement.
Il s'avança et resta debout devant elle. « Je ne suis pas venu vous demander de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Je suis venu vous expliquer. »« Vous avez déjà expliqué, » rétorqua-t-elle, amère. « Vous vous ennuyiez dans votre vie parfaite, alors vous avez décidé de jouer avec la mienne. » Il encaissa le coup sans ciller. « C'est ce que vous pensez. Et vous avez raison. J'étais un lâche, un homme vide qui se cachait derrière un empire. Mais ce n'est pas toute l'histoire. » Il s'assit sur le banc, mais à l'autre extrémité, gardant une distance respectueuse. « Après votre départ, j'ai tout arrêté. J'ai utilisé le projet Phénix pour convoquer un conseil d'administration extraordinaire. J'ai exposé Gérard et ses complices. Tout est fini pour eux. L'entreprise est sauvée. Je suis contente pour vous, dit-elle froidement. Non, reprit-il, et il se tourna vers elle, son regard bleu la suppliant de comprendre. Vous n'avez pas compris. Une fois que tout a été réglé, j'ai annoncé ma démission. J'ai laissé les rênes de la Maison du Bois à Madeleine. J'ai tout quitté, Camille. L'argent, le pouvoir, la villa. Je n'ai gardé qu'un compte en banque suffisant pour vivre. Ce n'était plus ma vie, ce n'était plus ce que je voulais. Camille le dévisagea, abasourdi. Il avait abandonné son empire. L'homme qui avait tout orchestré pour le sauver venait de le donner. Pourquoi, souffla-t-elle? Parce que pendant ces semaines d'immobilité forcée, en vous écoutant, j'ai compris quelque chose. Vous me parliez de choses simples et vraies. La texture d'un tissu, le goût d'un gâteau de votre enfance, le rêve d'une petite boutique. Et j'ai réalisé que ma vie n'avait rien de tout ça. Elle n'avait rien de vrai. C'était une construction. Et vous, vous êtes la première personne réelle que j'ai rencontrée depuis des années. Mon amour pour vous n'est pas né dans le mensonge. Il est né grâce au mensonge. C'est la seule vérité qui a émergé de tout ce chaos. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur les joues de Camille. Elle ne pleurait pas de tristesse, mais de confusion, de soulagement, de douleur. « Je ne peux pas, Étienne, » murmura-t-elle. « Tout a été faux depuis le début. »« Non, » dit-il en se rapprochant enfin, sa voix douce et vibrante. « La seule chose qui était fausse, c'était l'homme que j'étais avant. Cet homme est mort, sur la route d'Annecy. Laissez-moi vous prouver que celui qui est devant vous aujourd'hui est différent. Laissez-moi une chance de construire quelque chose de vrai avec vous, sans contrat, sans secret. Juste vous et moi. » Elle leva les yeux vers lui. Elle vit dans son regard non plus un manipulateur, mais un homme brisé qui tentait de se reconstruire. Elle comprit qu'ils étaient tous les deux des survivants. Elle, d'une vie de sacrifice et de devoir. Lui, d'une vie de vide et de faux-semblants. Ils étaient tous les deux prisonniers de promesses faites à d'autres. Elle à son père, lui à son nom. Elle pensa au chemin de la raison, celui qui lui dictait de partir, de l'oublier, de bâtir sa vie seule, sur des fondations saines. Puis elle pensa à ce sentiment étrange qui l'avait envahi dans cette chambre, cette complicité improbable, ce lien tissé dans l'épreuve. C'était un amour né de la plus improbable des circonstances, une fleur sauvage qui avait poussé sur des ruines. Fallait-il l'arracher par peur du poison de ses racines? Le soleil déclinait sur le lac, incendiant le ciel d'un éclat pastel. Lentement, elle tendit la main. Il la prit, et ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. Ce n'était pas un pardon. C'était un début. Ils se levèrent et commencèrent à marcher le long de la rive sous le soleil couchant. Ils n'étaient plus le PDG et l'épouse de contrat. Ils n'avaient pas de plan, pas de certitude. Ils étaient simplement deux âmes libres qui, contre toute attente et malgré toutes les raisons du monde, avaient choisi de risquer d'aimer.